Voilà, eh bien, chères consoeurs, chers confrères, je déclare donc la séance ouverte et je commence notre ordre du jour par vous demander l'approbation, s'il n'y a pas d'objection, du procès-verbal de la séance du 16 mai, donc lundi dernier. Il semble que nous n'ayons pas d'objection majeure. Alors, la lecture de la correspondance, eh bien, ce sont les excusés. Merci, cher Président. Donc, on demandait à être excusé Daniel Andler, Marcel Boiteux, Pierre-André Capori, Haïm Corsia, Pierre Mazot, Michel Pébreau, Bertrand Saint-Cernin et Louis Vogel. Je vous rappelle que la semaine prochaine, mais ça vous sera rappelé une nouvelle fois dans la correspondance que vous recevrez cette semaine, nous avons un comité secret pour entériner ou refuser les propositions d'élection à l'EHESS et à l'EPHE. Je crois qu'il n'y a pas d'autres informations à vous transmettre. Vous aurez aussi dans les jours qui viennent donc une invitation pour participer à une conférence, et je vous le dis dès maintenant, que Chantal Delsol a organisée avec monsieur Arjakovski, c'est ça ? Arjakovski, qui viendra nous parler de l'Ukraine le lundi 27 juin à 11h. Et donc c'est dans le prolongement des travaux que Chantal avait menés sur les intellectuels de l'Europe post-soviétique. C'est bien ça. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Alors, y a-t-il des dépôts d'ouvrages ? Oui. Alors, Georges-Henri Soutou et Éric Roussel. Georges-Henri, oui. Oui, cher Président, je dépose sur le bureau de l'Académie l'ouvrage du commandant Christophe Maresca, Non-bataille, vraie guerre, Guy Brossolet ou les racines françaises des guerres modernes. C'est un ouvrage qui illustre donc la pensée, aujourd'hui oubliée, sauf des spécialistes, du commandant Guy Brossolet, qui avait publié en 1975 un livre très remarqué à l'époque, qui avait suscité beaucoup de débats, intitulé « Essai sur la non-bataille ». Le commandant Brossolet était un jeune officier tout à fait prometteur, qui, à la suite de son stage, pendant même son stage à l'école de guerre, avait rédigé ce qui était au départ un mémoire de l'école de guerre, publié en 1975, donc, Essai sur la non-bataille. Brossolet trouvait extrêmement théorique et sans issue le modèle militaire français de l'époque, qui était un corps de bataille très puissant, servant une arme nucléaire tactique, censé, en cas d'intervention de l'armée rouge, porter ce qu'on appelait le dernier avertissement et imposer un coup d'arrêt. Et si les Russes persévéraient, on passait à la frappe stratégique. C'était un complément de la théorie de dissuasion de l'époque. Je suis obligé de résumer des débats compliqués. On découvre dans ce livre quelque chose que peu de spécialistes savaient. Cette doctrine était très discutée à l'intérieur même des armées. La doctrine officielle de dissuasion, avec ses conséquences pour l'armée de terre à partir de 1964, était extrêmement discutée au sein des armées. C'est tout ce débat que l'ouvrage révèle. D'autre part, deuxième aspect particulièrement intéressant, le commandant Brossolet avait suggéré d'ajouter aux unités classiques qui existaient et à l'arme nucléaire, qui ne comptait évidemment pas éliminer, des unités légères, équipées de moyens individuels mais très perfectionnés, engins portés par des fantassins mais capables de détruire des avions ou des chars, exactement ce qu'on a vu depuis en Afghanistan et encore aujourd'hui, comme vous le savez, en Ukraine. C'est ce qu'on a appelé la techno-guérilla, maillant ensuite le territoire, permettant une défense en profondeur. Alors tout ça, à l'époque, pouvait paraître assez théorique, et on voit ça a suscité débat et intérêt, et finalement, des talibans à Al-Qaïda, à l'État islamique et maintenant en Ukraine, sont très exactement les méthodes qui ont mis les armées, je dirais, plus classiques, plus conventionnelles, en difficulté, comme vous le savez, en lisant tout simplement les nouvelles. Et c'est pourquoi cet ouvrage vient admirablement à point pour nous permettre de mieux comprendre et d'éclairer les débats qui ont lieu actuellement au sein de toutes les armées du monde, y compris les armées occidentales, y compris même l'armée française.
Je dois néanmoins vous dire qu'avec les idées qu'il avait développées dans son livre de 1975, le commandant Brossolet a été conduit à quitter l'armée 2 ans plus tard, n'est-ce pas? Car il n'était pas conforme à l'esprit officiel de l'époque. Penser, c'est commencer à désobéir, comme disait un de mes officiers pendant mon service militaire. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Georges-Henri. Éric Roussel. Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais déposer sur le bureau de l'Académie l'ouvrage de Guillaume Piketty qui s'intitule « Français, virgule, libre », et la virgule est importante, Pierre de Chevigné, aux éditions Talendier. Alors, Pierre de Chevigné est une figure assez méconnue de l'histoire contemporaine, sans doute parce que, comme un certain nombre des premiers compagnons du général de Gaulle à Londres, il a eu quelques difficultés à se repositionner après la Libération. Et aussi, il faut le dire, parce que ses relations avec le général n'ont pas été simples, conflictuelles même après 1958. Ce livre comble donc une lacune. Professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, après avoir été invité à Yale et à Oxford, Guillaume Piketty est un des bons spécialistes de la Résistance, comme l'attestent ses travaux sur Pierre Brossolette notamment. Son ouvrage sur Pierre de Chevigné fera date. Il témoigne d'un travail de recherche impressionnant, étourdissant même. Il a fait presque le tour du monde, dans les archives françaises et étrangères. Et aussi, il s'appuie également sur le témoignage d'Henri de Castres, qui est le petit-fils de son héros. Un soldat, un patriote inflexible, un républicain intraitable aussi, tel apparaît Pierre de Chevigné au terme de ce beau travail. Saint-Cyrien, veuf à 29 ans, et père de 2 petites filles, il n'hésite pas une minute, en juin 1940, à rejoindre Londres, avant même de savoir qui est le général de Gaulle. Il ne reverra sa famille que 4 ans plus tard. Entre-temps, il se sera illustré en Syrie, auprès du général Catroux, à Washington, au sein de la mission militaire de la France libre. Et en juin 1944, il est aux côtés du général de Gaulle sur les plages normandes, quand ce dernier remet le pied sur le sol français, quelques jours après le débarquement. Après 1945, la politique l'attire. Il pourrait rejoindre de Gaulle, qui lance en 1947 le Rassemblement du peuple français, mais ses convictions atlantistes et européennes sont les plus fortes. Elles vont l'éloigner peu à peu de l'homme du 18 juin. Sous la 4e République, il est longtemps député des Basses-Pyrénées, rattaché au mouvement républicain populaire, donc à la démocratie chrétienne. Haut commissaire à Madagascar de 1948 à 1950, il éprouve, il faut le dire, des difficultés à concilier ses conceptions réformatrices et les impératifs du maintien de l'ordre. Son prédécesseur, le socialiste Marcel de Coppet, a attaché son nom à une répression énergique de toute velléité autonomiste, et nolens volens, Pierre de Chevigné a du mal à trouver une autre voie. Il en souffre, Guillaume Piketty le montre bien, et est attaqué assez violemment par la gauche. Plusieurs fois, Pierre de Chevigné est membre de divers gouvernements en tant que secrétaire d'État, et au printemps 1958, alors que le régime s'effondre, il est même ministre de la Défense dans le gouvernement de Pierre Fimelin, c'est-à-dire le dernier gouvernement, l'avant-dernier. Et c'est à cet épisode que Guillaume Piketty consacre les pages les plus passionnantes de son livre. Compagnon de la Libération, Chevigné a d'abord souhaité que le général de Gaulle revienne aux affaires, comme Pierre Mendès France, dont il se rapproche à partir de ce moment-là, et il souhaite ardemment que les formes légales soient respectées. Or, tout le monde le sait, le général se trouve obligé de donner un coup de pouce au destin en laissant ses partisans faire monter la pression. Pierre de Chevigné ne le supporte pas. Contre son ancien chef, il se dresse, soudain, avec énergie, le ton monte, jusqu'à une scène inouïe début juin. Chevigné a quitté le gouvernement, mais le général, devenu président du Conseil, veut le voir. La rencontre tourne à l'aigre. Naturellement, vous venez avec moi, lance de Gaulle. Pas sous la menace des baïonnettes, vous n'êtes plus l'homme des 18 juin, réplique le compagnon de la Libération révolté qui finit par claquer la porte. Un huissier le rattrape dans la cour de l'hôtel Matignon et le prie de remonter voir le général. Celui-ci l'accueille alors en lui donnant l'accolade, avec ce seul commentaire « Ah, Chevigné, cela n'empêche pas les sentiments ». La rupture est consommée, les deux hommes ne se reverront que 3 fois. Cela n'empêcha pas Pierre de Chevigné de recevoir en 1969 un exemplaire dédicacé des Mémoires d'espoir.
preuve que les liens tissés à Londres étaient finalement sans doute plus importants que tout, et preuve aussi que De Gaulle appréciait les hommes de caractère, même s'il les supportait difficilement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres dépôts d'ouvrages? Il semble que non. Eh bien, j'ai donc la tâche très agréable de présenter notre orateur de cet après-midi. Donc, David Engels est un cas un peu particulier en ce sens qu'il appartient à cette minorité belge de langue allemande. Vous vous souvenez de la conquête par la Belgique des régions de Eupen et de Malmedy en 1920. Eh bien, il est originaire de cette région. Je le signale parce qu'à écouter son français, on ne s'imaginerait nullement que sa langue maternelle est plutôt l'allemand. C'est quand même dans cette langue qu'il a fait ses études universitaires à l'université d'Aix-la-Chapelle. À l'issue d'un parcours universitaire brillant, il a été nommé en 2008, donc étant né en 1900, soit 79, soit 79, il était encore fort jeune, donc moins de 30 ans, il est nommé titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'université de Bruxelles. Et pour les latinistes parmi nous, il a dirigé la revue et la collection d'études latines Latomus, que tous les latinistes connaissent bien. Depuis 2018, il a été détaché de l'Université libre de Bruxelles pour travailler comme professeur de recherche, c'est le titre, à un institut polonais situé à Poznań, dont le nom se traduit par Institut occidental. Il s'agit de l'étude des relations de la Pologne avec les pays situés géographiquement à l'ouest de celle-ci, évidemment en premier lieu la Pologne, qui est à la porte d'à côté, si je puis dire. David Engels, en tant qu'historien de Rome, a publié plusieurs plaquettes, une plaquette de 877 pages sur la divination romaine et en langue allemande et en langue anglaise, cette fois, un livre sur l'empire des Séleucides, donc l'un des empires hellénistiques, tous deux publiés chez des éditeurs scientifiques de grand prestige, Steiner à Stuttgart et Peters à Louvain. Je passe sur de nombreux ouvrages collectifs qu'il a édités. Je mentionnerai également un ouvrage dont le titre est tiré des Géorgiques, sur la symbolique des abeilles dans l'Antiquité grecque et romaine. C'est un livre qu'il a édité en collaboration et qui est paru chez Holmes en langue allemande en 2008. Mais David Engels s'est également élevé au-dessus de la spécialisation en histoire romaine pour réfléchir sur les parallèles qui peuvent exister entre celle-ci, l'histoire romaine, et d'autres événements ou tendances historiques. En 2013, il a publié, écrit directement en langue française, un livre qui s'appelle « Le déclin », comme sous-titre « La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, quelques analogies ». Et voilà déjà le souci comparatiste qui le caractérise. L'ouvrage a été traduit en allemand, en croate, en hongrois et en néerlandais. Bien. Eh bien, depuis, il continue aussi bien à Poznań qu'ailleurs, dont à Paris, à s'intéresser justement à quelque chose que l'on pourrait appeler l'histoire comparée, mais avec toujours une dimension pratique, si je puis dire. C'est ce que montre, c'est l'unique ouvrage dû à sa plume
que j'ai apporté ici. C'est un livre qui reprend un titre rendu célèbre d'abord par Tchernychevski puis par Lénine, Que faire ? Et alors écrit en français, et que je caractériserais comme étant, disons, l'art et la manière de couler pavillon haut. L'art et la manière de se comporter, et ce sont des indications tout à fait pratiques que j'ai trouvées d'ailleurs intéressantes et que je prends un petit peu à mon compte. Que faire lorsque une civilisation semble en tout cas aller vers sa fin ? Il s'inspire assez profondément de l'œuvre de quelqu'un qui est maintenant un peu décrié, peut-être pas à juste titre, à savoir Oswald Spengler. David Engels a fondé une société Spengler qui réfléchit justement sur la manière dont on peut trouver entre l'évolution de différentes civilisations des parallèles qui peuvent éventuellement nous apprendre justement que faire. Il est donc normal, presque naturel, que je lui ai demandé de contribuer à nos réflexions sur ce qu'il y a éventuellement à sauver, s'il y a quelque chose à sauver. S'il y a quelque chose à sauver, comment pourrait-on le faire ? Et il a choisi d'intituler son exposé « Notre civilisation est-elle condamnée à disparaître comme les précédentes ?» Nous attendons, je connais son texte, mais nous attendons impatiemment sa réponse. Je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, un tout grand merci pour l'invitation ici. Je me sens très, très honoré de pouvoir être ici dans ces lieux. Comme je disais, c'est vraiment un très grand honneur et un grand plaisir. Et je me réjouis évidemment beaucoup de pouvoir partager avec vous ces réflexions et aussi de pouvoir en discuter avec vous après cette petite conférence. Oui, notre civilisation est-elle condamnée à disparaître comme les précédentes ? La courte réponse à la question est évidemment oui. Bien évidemment, la version longue de la réponse est un peu plus complexe. Si nous pensons à la fin des grandes civilisations, certaines images nous viennent à tous. La plus connue est évidemment celle de la fameuse chute de l'Empire romain. Grâce au péplum, nous l'associons tous au déferlement des hordes barbares à travers le Rhin, culminant dans la prise de Rome, le sac de la ville éternelle et la destitution du dernier empereur romain. De même, d'autres associations s'imposent automatiquement au public tentant de comprendre la notion de déclin et de chute de grands ensembles sociétaux. La prise de Babylone par les Perses et donc la fin de l'empire néo-babylonien, la chute de l'empire abbasside suite à la conquête mongole de Bagdad, la destruction sanglante des empires aztèques et incas par les conquistadors espagnols, la dissolution du Saint-Empire romain durant la période révolutionnaire, la chute de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire Qing durant l'entre-deux-guerres, la dissolution de l'Union soviétique, etc., etc. Mais ces associations sont des images d'Épinal. Elles soulignent le fait évident que les civilisations sont mortelles, une évidence connue depuis la plus haute antiquité et seulement contestée depuis quelques décennies, mais les exemples choisis, tout comme les modalités de ces disparitions, semblent relativement naïfs et peu aptes à résister à un examen scientifique approfondi. Et j'oserais avancer l'hypothèse qu'aucun des exemples cités ci-dessus ne correspondent réellement à ce que moi je considérerais personnellement comme le déclin et la chute d'une vraie civilisation. Les raisons sont nombreuses et sont étroitement liées à une série de questions généralement laissées ouvertes dans les discussions actuelles. La notion de chute d'une civilisation doit-elle nécessairement être associée à la conquête violente par un pouvoir extérieur ? Chaque empire, notion très floue d'ailleurs, est-il une civilisation ? Que se passe-t-il après la chute d'une société ?
Pouvons-nous faire confiance à nos sources littéraires parlant de déclin et de décadence? La notion de civilisation renvoie-t-elle vraiment à une réalité concrète ou s'agit-il seulement de construction identitaire moderne? Et évidemment, la question la plus importante, l'Occident moderne pourra-t-il échapper à la fatalité selon laquelle, tôt ou tard, chaque création politique humaine est destinée à disparaître comme les autres? Le « comme » impliquant à la fois l'analogie dans la fatalité historique, tout comme dans la mécanique de cause et d'effet. Dans la suite, nous allons tout d'abord avancer quelques définitions méthodologiques afin de donner un sens concret aux termes de civilisation et de déclin, puis nous allons examiner la phase finale de l'histoire des grandes civilisations sur base de ce paradigme. Ensuite, nous tenterons d'établir le diagnostic morphologique de notre monde occidental contemporain avant d'oser finalement un pronostic sur base des différents éléments avancés jusque-là. Concernant la nécessité de développer une définition propre et utile de notions telles que déclin, chute ou disparition d'une civilisation, notons tout d'abord qu'en dépit du renouveau des recherches sur l'histoire comparée que nous constatons ces dernières années, surtout dans le monde anglo-saxon, ces recherches font largement l'impasse sur des notions plutôt philosophiques et se confinent à une approche pragmatique et quantificative. Si les éléments de comparaison sont bien choisis, ceci permet certes d'arriver à quelques conclusions intéressantes, mais ce choix reste en général un choix intuitif, manquant d'une solide fondation herméneutique. Autrement dit, en choisissant un nombre généralement limité et assez superficiel de points de comparaison, l'historien risque de les appliquer à toute une série de cas historiques qui, en dehors de ces points, présentent des différences si notables qu'elles rendent toute comparaison peu utile, résultant dans des initiatives aussi farfelues que, par exemple, le dictionnaire des empires, qui tente désespérément de comparer l'empire médiéval des Plantagenets avec l'empire romain, l'empire mongol et l'empire colonial belge, et conduit donc forcément à des conclusions menant à l'absurde, l'approche comparative elle-même. Et ce, parce que la notion d'empire a été définie d'une manière si superficielle et positiviste que la conclusion ne peut qu'être caduque. Ainsi, la définition des termes de comparaison ne peut parvenir de notre matériel historique lui-même, ou de l'ensemble d'une terminologie politique grandie avec les siècles et donc forcément scientifiquement incohérente, mais doit émaner d'une réflexion développée a priori, donc fondamentalement philosophique. Évidemment, les tentatives n'ont pas manqué de mettre en avant de tels critères, et ce, depuis les origines de la pensée historique. Ainsi, au Proche-Orient, des chroniques égyptiennes par l'Ancien Testament jusqu'aux textes néo-babyloniens, la montée et chute des dynasties et empires furent attribuées à une mécanique supranaturelle selon laquelle la divinité récompense ceux qui respectent la loi divine et punit ceux qui la négligent. Vision que nous trouvons reproduite de manière semblable à l'autre bout de l'Eurasie, où des historiens chinois tels que Sima Qian mettent en avant le lien entre le destin des grandes dynasties chinoises et leur degré de respect pour les valeurs morales qu'ils clamaient promouvoir. Une autre manière a priori de comparer les dynasties et les empires se retrouve dans l'idée décliniste, que l'on rencontre non seulement chez Hésiode, mais aussi dans le livre de Daniel ou dans le Brahmaniash zoroastrien, et selon laquelle l'histoire du monde serait composée d'une suite de grands empires déclinant en valeur jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Une vision reprise par le christianisme et menant à l'idéalisation de l'Empire romain comme dernier empire avant l'Apocalypse. Ce n'est qu'à fur et à mesure de l'histoire européenne et l'affaiblissement du Saint-Empire romain germanique que les prophéties daniéliques perdront leur influence idéologique immédiate et que naquit la conscience que l'Empire romain, le vrai, avait déjà sombré au 5e siècle en ce qui concerne sa moitié est et au 15e siècle pour l'Est, menant dès lors, depuis la Renaissance, à cette curieuse obsession des intellectuels occidentaux pour la chute de l'Empire romain qui culminera dans l'analyse d'Edward Gibbon. Cela nous mènerait trop loin de vouloir retracer ici l'histoire des diverses explications avancées par les historiens et philosophes pour expliquer cette chute, explication dont la liste représente au fond un genre d'immense résumé des divers paradigmes historiques se succédant au cours de ce dernier millénaire
et intégrant des éléments constitutionnels, religieux, militaires, sociaux, économiques, même climatiques, et ce, jusqu'au moment présent, bien que, depuis quelques décennies, on ait commencé à nier la notion de déclin et de chute en préférant parler de transformation, de continuité, de métissage, etc. Une évolution idéologique hautement intéressante et assez représentative de l'impossibilité conceptuelle de l'époque moderne de faire face à la contingence. En revanche, à côté de cette vision catastrophique de l'histoire romaine, transposée alors à l'étude d'autres sociétés, empires et dynasties, nous devons mentionner un second courant de pensée qui met plutôt l'accent sur la nature prédestinée, prédéterminée de la fin d'une société. Une fin non plus considérée comme événement accidentel, dont il s'agit d'étudier les raisons pour mieux l'éviter dans le futur, mais plutôt comme philosophiquement nécessaire et donc, d'un certain point de vue, justifiée, et dont nous devons non seulement accepter la fatalité, mais aussi apprécier les conséquences au long terme. Ainsi, Joachim de Flore tente de mettre en avant l'analogie entre les grandes phases de l'histoire biblique, tout comme ecclésiastique, et les trois personnes de la Trinité, donnant ainsi un sens téléologique et théologique aux nombreuses crises du monde médiéval. Cette vision ternaire allait ensuite influencer tout un courant de pensée qui, à travers Hegel et Marx, tente de démontrer à la fois la dialectique interne de l'histoire de chaque société, tout comme de celle de l'histoire humaine dans sa totalité. Le déclin et la chute de grands ensembles historiques comme la Perse achéménide ou l'Empire romain sont présentés comme tragiques, mais nécessaires, afin de permettre à l'histoire de parcourir les diverses phases prédéterminées de son évolution et d'arriver au but ultime de la fin de l'histoire. Bien que fortement influencée par l'approche idéaliste et dialectique de l'histoire, la théorie morphologique représente une troisième tentative de comparer non seulement les grandes civilisations, mais aussi leur déclin. Que ce soit Vico, Spengler ou Toynbee, tous ont essayé de montrer que les civilisations ont non seulement des fondements spirituels bien uniques et inimitables, mais aussi qu'elles transitent toutes à travers des phases analogues jusqu'à leur disparition. Ainsi, cette chute n'est pas vue en termes de catastrophe politique plus ou moins accidentelle, mais comme résultat d'un genre d'épuisement interne qui peut d'ailleurs être compris également comme un accomplissement. Toutes ces approches ont leur justification, à la fois dans leur contexte historique et dans l'absolu, mais une discussion plus détaillée de cette question dépasserait le cadre de cette étude. L'on permettra donc à l'auteur de ces lignes de passer directement à la présentation de quelques critères qui, sur base des problèmes et approches présentés jusqu'ici, lui semblent personnellement nécessaires afin de comprendre non seulement la notion de civilisation, mais aussi celle de leur disparition. D'un côté, nous souscrivons à l'idée que la notion de dialectique peut être considérée comme véritable moteur de l'histoire. Ainsi, chaque proposition simple est suivie par l'assertion du concept complémentaire, et non opposé, correspondant, puis dans une troisième phase par la sublimation synthétique des deux moments fondamentaux sous un nouvel angle supérieur. Cette dynamique ternaire, que l'on appelle moment abstrait, dialectique et spéculatif, être, néant et devenir, ou thèse, antithèse et synthèse, ne s'applique pas seulement aux phénomènes de l'histoire de la pensée, mais aussi à ceux de la société, de l'économie, de la politique ou des arts, et se trouve ainsi à la base de tendances aussi diverses telles que l'évolution de l'empirisme scolastique par le scepticisme vers l'idéalisme, ou de l'évolution de l'État personnel par l'État territorial vers l'empire universel bureaucratique autoritaire, ou encore l'évolution des arts d'une spontanéité holistique initiale par l'artificialité du classique vers un historicisme nostalgique. Chacune de ces trois étapes pouvant naturellement être divisée en mouvements ternaires analogues permettant ainsi des niveaux d'observation extrêmement différenciés. D'un autre côté, nous considérons que tout corps social, du plus petit au plus grand, représente bien plus que la simple somme de ses éléments constitutifs, mais possède une identité historique propre, qui lui est conférée inconsciemment par l'accord commun de tous ses composants, et permet dès lors une comparaison avec d'autres corps sociaux analogues. Dans la suite, nous voulons définir comme civilisation
les entités sociales autonomes les plus extensives dans le temps, tout comme dans l'espace, juste en dessous du niveau de l'histoire de l'humanité elle-même. Certes, il serait naïf de nier que ces entités sociales soient soumises à des multiples influences extérieures. Néanmoins, chaque civilisation est unifiée et animée par un élan spirituel inimitable, unique et indissoluble, tant que cet élan anime les hommes qui portent une civilisation, celle-ci ne répondra qu'à ses propres lois et dynamiques. La fusion maintenant de ces deux fondements quasi a priori, de la dynamique historique et de la phénoménologie sociale, permet d'élaborer une théorie unifiée de la recherche comparatiste, de telle sorte qu'elle permette à la fois une description pertinente des rapports dynamiques au sein d'une entité sociale donnée et une comparaison méthodique précise de différentes unités civilisationnelles dans le cadre d'une localisation dynamique analogue. Et bien évidemment, il est ainsi également possible de mieux discerner le problème du déclin, comme nous le verrons dans la suite. Étant donné les définitions ci-dessus, la notion de déclin peut contenir trois significations. D'abord, la phase antithétique de tout cycle culturel peut être considérée comme la négation, et donc d'une certaine façon le déclin, des valeurs de la phase thétique. Et au fur et à mesure de sa progression, cette différence devient de plus en plus apparente. La religion se trouve remplacée par la raison, la hiérarchie par l'automisation, la fidélité par le droit, l'ordre par le politique, l'art par l'artificialité, etc. Puis, nous devons noter que la transition entre les différents moments de la dialectique historique n'est que rarement harmonieuse et progresse plutôt par phases de désordre et de destruction. La transition de la phase antithétique d'une civilisation vers la synthèse en fait partie et réveille de nombreuses angoisses existentielles accompagnées d'un déclin notable de ce qui reste de certitude et d'institutions. Et finalement, la phase synthétique, dont le modèle morphologique présenté ici, constitue le point final dans l'évolution d'une civilisation qui, au fur et à mesure de son évolution, épuise ses forces et sombre rapidement, une fois son stade final atteint, dans un genre de déclin post-historique qui s'annonce d'ailleurs déjà depuis la fin de la phase précédente. De ce point de vue, la survie politique, tout comme spirituelle d'une civilisation post-historique, n'est que le résultat du conflit entre les derniers restes de résilience interne et le danger d'une éventuelle menace externe. L'histoire nous livre de nombreux exemples de cette différenciation a priori entre différentes notions et phases morphologiques de déclin. Le plus connu provient évidemment de l'Antiquité classique, éternel miroir de notre propre civilisation. Ainsi, nous pouvons considérer toute la phase classique et post-classique de l'Antiquité dès le 5e siècle avant notre ère comme antithèse à la phase aristocratique et traditionnaliste précédente, culminant dans les conditions dystopiques de la République romaine tardive. La transition vers la synthèse s'opère au milieu des terribles convulsions des guerres civiles et aboutit dans l'établissement du Principat, synthèse rétrospective et nostalgique sur l'ensemble de l'histoire de l'Antiquité et sombrant ensuite graduellement dans la post-histoire de l'Empire romain. Celui-ci ne voit que la canonisation et pétrification des acquis précédents et se caractérise par une rapide simplification et barbarisation de son héritage transformé à l'Est par la civilisation christiano-musulmane naissante et à l'Ouest, bien que beaucoup plus tard, par les royaumes germaniques à l'origine de l'émergence de la civilisation occidentale. Ce point de vue permet aussi de mieux comprendre les autres civilisations. Ainsi, dans l'histoire du Sumer ancien, la troisième dynastie d'Uruk inaugure la phase antithétique qui culmine dans les crises identitaires et les guerres contre les Goutis, menées par la 5e dynastie d'Uruk, la synthèse civilisationnelle augustuenne étant représentée par la célèbre 3e dynastie d'Ur, après laquelle la Mésopotamie déclina rapidement et sortit définitivement de l'histoire comme acteur historique indépendant. En Égypte, l'antithèse débute avec la fin définitive du régime patrimonial de l'Ancien Empire à l'issue de la première période intermédiaire et l'émergence du Moyen Empire qui, à beaucoup de niveaux et en dépit d'une certaine continuité formelle, se différencie radicalement des acquis de son prédécesseur en ce qui concerne, par exemple, la piété individuelle, le statut du roi, la construction de la société, etc. La transition vers la synthèse
est marquée par le traumatisme de l'épisode Amarna, avec son autoritarisme, égalitarisme et, d'un point de vue égyptien, athéisme, les désordres suite au démantèlement du régime d'Akhenaton menant à la restauration de la 19e dynastie qui vit le déclin politique, artistique et religieux graduel de l'Égypte et inaugura une longue période de domination externe et de pétrification interne. Dans la civilisation babylо-assyrienne, l'antithèse civilisationnelle est inaugurée par le Moyen Empire assyrien succédant au traditionnalisme féodal des Mitanni. Les révolutions associées à l'émergence de l'âge de fer et du modernisme de l'empire néo-assyrien menèrent finalement aux troubles du règne de Shamshi-Adad V et l'empire des Sargonides représente la synthèse civilisationnelle finale, épuisant rapidement ses forces et, après l'interlude néo-babylonien, devenant une société post-historique, servant de moteur fiscal dépolitisé aux empires iraniens successifs. Dans la Chine de l'Antiquité, l'antithèse est amenée par la chute du régime impérial des Zhou, dont la hiérarchie politique, rituelle et sociale se trouve remplacée par les nombreuses innovations de la phase de printemps et automne, dont les guerres et transformations culturelles trouvent leur sommet à la fin de l'époque des royaumes combattants et la révolution culturelle des Qin. La synthèse est amenée finalement par l'état des Han, sous lesquels la Chine se figea en un état bureaucratique, rétrospectif et post-historique, dont les troubles internes favorisèrent la conquête par les nomades d'Asie centrale et de nombreux siècles de désordre avant que n'émerge une nouvelle civilisation chinoise basée sur le bouddhisme, ayant son centre de gravité dans le sud au lieu du nord. Il nous est difficile de reconstituer l'évolution historique précise de l'Inde, de la civilisation du Harappa, bien que l'examen des résidus archéologiques laisse supposer que la phase 3C, phase finale, avant la destruction et l'abandon des cités millénaires de la vallée de l'Indus, correspondent à des événements civilisationnels analogues au modèle esquissé ici. En revanche, notre documentation pour l'Inde védique est de nouveau plus ample. Ainsi, la période féodale des Mahayanapada, que l'on peut considérer comme la phase thétique de la civilisation indienne, fit place aux Shunga et aux grands États combattants, Shatavahana, Rastrapa et Kushan, avec l'émergence de modèles sociaux, économiques et religieux bien différents. Grâce au support de l'oligarchie de l'Ikshavi, la conquête Gupta allait imposer une restauration religieuse sur base d'un conservatisme hindou, tout comme politique, grâce au retour aux modèles ancestraux ataviques comme l'Asvameda, avant de s'épuiser, se primitiviser et se morceler, permettant ainsi la conquête musulmane. Dans l'Iran pré-islamique, ce fut la période Parthe qui remplit le cadre politique, religieux et social mis en place par les Achéménides et conservé, bien qu'en se féodalisant, par les Séleucides. Ainsi, le modèle universaliste et traditionnaliste fit place à l'émergence d'un cadre politiquement et religieusement multilatéral, préparant l'avènement du monde moderne, des Sassanides, dont les nombreux conflits sociaux et idéologiques menèrent aux crises désastreuses de la révolution égalitaire et communiste des Mazdakites. C'est seulement sous l'empereur Khosroès que l'Iran alla retrouver un certain calme, accompagné par la restauration du pouvoir impérial, la canonisation du mazdaïsme à l'Académie de Gandhi-Shapur, le retour à une hiérarchie sociale stable et la codification de la mémoire historique. Politiquement, cette restauration allait être de courte durée, car l'invasion arabe allait oblitérer le pouvoir sassanide. Culturellement, en revanche, l'époque de Khosroès allait constituer les bases de l'identité collective iranienne jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde messianique, c'est-à-dire christiano-musulman de l'Est, la rupture entre la phase thétique et antithétique allait s'opérer sous la dynastie constantinienne, quand l'universalisme religieux allait se cristalliser dans sa réalisation politique et ecclésiastique concrète, amenant une période caractérisée par des luttes féroces permanentes entre les hérésies et sectes les plus diverses et une déstabilisation notable des certitudes initiales. Le point culminant fut certainement atteint durant la dynastie abbasside, quand le conflit entre les différentes confessions musulmanes et philosophies déchirait la cohésion du monde musulman. Seul l'avènement de l'État fatimide allait restituer la stabilité initiale et remplir la notion de messianisme d'un nouveau sens, tout en canonisant le savoir religieux et historique pour les générations à venir. Après la chute des Fatimides,
le monde musulman allait devenir la proie des divers conquérants et entrer dans une phase de pétrification culturelle déjà constatée par des contemporains tels que Ibn Khaldoun et toujours d'actualité aujourd'hui. En Mésoamérique précolombienne, la phase antithétique débuta après la chute de Teotihuacan, qui fit chanceler les anciennes certitudes et repères politiques et religieux, et fit débuter la phase classique tardive de la société maya, où la transition du pouvoir rituel de la mégapole mexicaine sur les nombreux royaumes combattants allait mener à de profondes transformations économiques, religieuses et sociales. La transition vers la phase synthétique allait s'opérer durant la période oligarchique des Mayas du Putún, la conquête toltèque, menant ensuite à l'établissement d'un empire fédéral restaurant la primauté politique de la mémoire de Teotihuacan, avant que les cités mayas ne se désertifient lentement en ne laissant qu'un paysage de ruines découvert beaucoup plus tard par les conquistadores. Dans la civilisation andéenne, c'est la société Moshe qui constitue la thèse initiale répudiée par les États successifs comme Tiwanaku, Huari et Chimu. La synthèse finale fut réalisée par l'établissement de l'Empire Inca, qui procéda, bien que l'absence de source écrite et le problème dans l'interprétation des quipu rendent cela particulièrement difficile à restituer, à une fusion des traits culturels précédents largement achevés avant l'arrivée des Espagnols, qui, dès lors, ne firent que mettre fin à une civilisation qui déjà était arrivée au terme de son évolution. En Asie du Sud-Est, après la période thétique initiale de Funan et de Shenla, c'est l'émergence du royaume Khmer qui doit être considéré comme le début de la phase antithétique quand l'ordre féodal et universaliste ancien fut remplacé peu à peu par le rationalisme économique, politique et religieux d'Angkor. Les troubles dynastiques après l'avènement de Yayavarman VII représentent la phase transitoire vers la synthèse qui est achevée par ce monarque après qui le royaume tomba rapidement en déclin. Dans la Chine bouddhiste, construite sur les bases de la Chine classique, presque un millénaire après que celle-ci soit arrivée au bout de son parcours, c'est après le morcellement de l'empire des Tang et des Song septentrionaux que débuta la phase antithétique quand la conquête yurchienne et mongole allait rendre possible une déconstruction de l'ancien ordre et de nombreuses transformations sociales, politiques et religieuses, préparant le chemin de la dynastie Ming qui recouvre la majeure partie de cette phase. C'est durant cette dernière décennie que nous retrouvons le point culminant de l'antithèse, avant que la prise de pouvoir des Qing ne crée cet empire synthétique final qui, grâce à l'influence occidentale dès le XIXe siècle, reçut un nouveau souffle, permettant, par l'imitation de la technologie européenne, l'établissement d'un monde miroir chimérique de l'Occident déclinant. Au Japon, finalement, au développement étonnamment parallèle avec celui de la Chine bouddhiste, c'est l'établissement du modèle du shogunat depuis les Kamakura qui mit fin au vieux monde traditionnaliste et inaugura une période d'intense lutte intellectuelle, politique et de plus en plus sociale qui trouve à son apogée durant la période de guerre civile et de menaces chrétiennes à l'époque de Nobunaga et Hideyoshi. La synthèse est alors amenée par le shogunat Tokugawa qui créa l'état final de la civilisation japonaise qui, en dépit de sa pétrification identitaire, fut tout de même assez résiliente pour imiter, sous la restauration Meiji, la technologie européenne afin de garantir, tout comme la Chine, sa survie politique face à l'Occident. Ce court tour d'horizon comparatiste des grandes civilisations devrait déjà laisser entrevoir la certitude que les différentes formes de déclin d'une civilisation ne sont guère le seul apanage de l'histoire prémoderne, mais font partie d'une dynamique historique intemporelle, émanant de la condition humaine elle-même. Ainsi, c'est vers la fin du premier millénaire, concrètement manifesté par le couronnement impérial de Charlemagne et la Renovatio Imperii des Saliens, que s'opéra ce bouleversement spirituel marquant le véritable début de la civilisation européenne. Il serait faux de considérer la Translatio Imperii de Rome vers le nord comme une simple reprise de l'ancienne tradition impériale romaine, de plus en plus christianisée depuis Constantin, ou de l'attribuer aux querelles contemporaines avec l'Empire byzantin et à la soif de reconnaissance du pape romain. Car si toutes ces explications sont nécessaires à la compréhension de l'évolution,
elle passe à côté de la décision centrale, qui n'était justement pas purement politique et qui ne pouvait même pas l'être dans la perception de soi de l'époque. L'unification politique des pays romans, germaniques et slaves du cœur de la future Europe, la refondation de l'Empire romain comme dernier rempart eschatologique contre l'Apocalypse, la réorganisation du système monastique occidental comme colonne vertébrale de la renaissance économique et culturelle de l'Occident, le détachement dogmatique de l'Église orientale dans la querelle trinitaire autour du filioque et la renaissance de l'art antique sous les auspices du nouveau roman, typiquement occidental, sont tous indissociables et trahissent un élan entièrement nouveau que l'on cherchera en vain dans le nord-ouest de l'Europe au cours des siècles précédents. La manifestation de ce qu'il faut considérer comme l'essence même de l'Occident est déjà centrale à cette époque. Cette quête effrénée d'absolu, ce désir d'atteindre et de dépasser l'horizon, ce plus ultra habsbourgeois, cette pulsion faustienne, comme on l'a justement appelé souvent, qui va des épopées maritimes irlandaises et des gigantesques églises ottoniennes à l'architecture filigrane des tours des châteaux forts de la fin du Moyen-Âge, en passant par les dimensions géographiques démesurées des croisades et la course à la hauteur du gothique, et qui, depuis le début de l'époque moderne, est ensuite passé entièrement de la spiritualité et de la tradition à la science et à son application pratique pour la conquête expansive du monde et du savoir, et qui célèbre aujourd'hui ce triomphe tardif et de plus en plus problématique. Mais cela nous amène déjà à une autre question fondamentale, c'est-à-dire celle de savoir comment cette pulsion faustienne se manifeste, se déploie et finalement, comme chez les autres grandes civilisations, s'épuise en tant que véritable essence de l'histoire occidentale dans et par son histoire, rendant ainsi seulement compréhensible la situation historique du présent. Si l'on se base sur une compréhension trinitaire et ternaire de l'histoire de l'Occident, prétendument hegelienne, mais en réalité bien plus ancienne, on peut affirmer, non sans raison, que l'histoire du Moyen-Âge doit être considérée comme la phase proprement thétique de cette évolution, tandis que ce que l'on considère généralement comme l'époque moderne est la réaction antithétique à cette phase. Le Moyen-Âge a créé un monde dans lequel la compréhension de l'existence de Dieu, la croyance dans les multiples dogmes de l'Église chrétienne, l'accord fondamental entre la philosophie et la religion, la conviction de la primauté de la transcendance sur la matière, la nécessité de placer l'individu dans un ordre social strictement hiérarchisé, la compréhension simultanée de l'égalité de tous devant Dieu, la complémentarité du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, la valorisation du sacrum imperium en tant qu'expression politique ultime de la chrétienté, et la compréhension de soi comme une période tardive et fatiguée, précédant immédiatement la fin de l'histoire, était généralement reconnue et faisait partie d'une vision holistique du monde. Le tournant du XVe au XVIe siècle, même s'il avait été préparé inconsciemment bien plus tôt, devait faire voler en éclats toutes ces convictions thétiques de ce demi-millénaire et se comporter à tous les égards comme antithèse du Moyen-Âge. Un individu se posant en absolu a de plus en plus remplacé Dieu, les aspirations à l'unité métaphysique de la transcendance ont été supplantées par les doutes de la critique de la connaissance, la théologie d'une part et la philosophie et la science d'autre part ont été mises en opposition fondamentale, l'unité de l'Église a été brisée par la Réforme, l'ordre politique mondial a été fragmenté depuis la formation des premiers États territoriaux, l'État bureaucratique a remplacé le pouvoir séculier en tant qu'association de personnes fondées sur la fidélité et le devoir, la hiérarchie sociale a été bouleversée et a vu l'argent prendre la place de l'honneur, tandis que la certitude de l'immortalité de l'âme s'estompait, le sacrum imperium a perdu de plus en plus de prestige, est devenu un patchwork impuissant, et l'attente du Seigneur s'est transformée en confiance dans un progrès sans fin et dans la faisabilité d'utopies purement matérielles. Il serait certes erroné de considérer ce contre-mouvement antithétique de l'époque moderne
comme une simple négation dualiste, en quelque sorte manichéenne du Moyen-Âge. Car il ne faut pas oublier que tous les courants qui ont marqué le premier demi-millénaire de l'histoire occidentale ont également déterminé le second, même si leur trajectoire a fondamentalement changé. Il y a encore beaucoup d'histoires du salut dans la foi, dans le progrès. Le prêtre a assez souvent été remplacé par l'expert. La pulsion faustienne ne construit plus de cathédrales à l'assaut du ciel, mais des immeubles et des gratte-ciel. Le sauvetage de l'âme a été remplacé par le sauvetage de la planète. La pulsion de conversion de l'infidèle est devenue un effort pour étendre les droits de l'homme. Le péché original a été supplanté par une anthropologie négative. Et même dans les aspirations mondialistes du présent se trouve une bonne partie des énergies qui constituaient jadis la force interne du Sacrum Imperium. Notre présent, au début de ce XXIe siècle, représente sans doute l'apogée de ce mouvement antithétique. Mais, comme dans le cas de la fin du Moyen-Âge, des forces contraires, de plus en plus puissantes, se préparent aujourd'hui, même si elles sont souterraines. Et il faut donc s'attendre à ce que le mouvement antithétique se poursuive, que dans le cadre de cette structure manifestement ternaire et trinitaire et dialectique de l'histoire de la culture, l'avenir de l'Occident serait marqué par une synthèse dans laquelle l'idée d'unité théologique du Moyen-Âge, qui s'est entièrement dissoute dans la multiplicité du monde matériel, dans l'antithèse des temps modernes, se retrouverait à nouveau et une dernière fois elle-même. L'aspect exact de cet avenir peut certes être supposé abstraitement dans les grandes lignes, mais il doit d'abord devenir une réalité historique avant d'être entièrement compris. On peut tout de même dire que cette synthèse augustéenne portera formellement les traits d'un retour aux origines de l'histoire occidentale, tout en conservant les acquis matériels essentiels des temps modernes. Ce serait toutefois se méprendre sur l'esprit de la synthèse que de la considérer comme un simple compromis entre les deux premières phases du cycle ternaire. Au contraire, elle élèvera tout ce qui précède à un nouveau niveau en faisant prendre conscience que les réalisations sociales, scientifiques, culturelles et politiques des mondes modernes ne sont pas en opposition, mais plutôt en accord avec le sentiment d'unité transcendante originelle de l'homme faustien primitif. Celui-ci, par sa confrontation créative avec la complexité de la connaissance moderne du monde, sera lui-même élevé de la croyance en l'unité à la connaissance de celle-ci, avant que n'intervienne tôt ou tard, ici aussi, cet assouplissement progressif dans un état post-historique qui a encore marqué toutes les civilisations tardives. Le retour rationnel et volontaire à la tradition. Voilà en quelques mots la clé de compréhension de cette synthèse finale imminente. Au final, résumons que l'histoire semble nous apprendre que toute civilisation humaine est vouée tôt ou tard à l'épuisement, puis à la disparition. Une disparition qui, certes, ne doit pas nécessairement être liée à des événements catastrophiques, mais implique certainement la lente diminution de l'énergie spécifique et unique qui l'anime. Dès lors, qui parle du déclin de l'Occident, ne nie nullement le fait, somme toute relativement banal, que la vie humaine, même en Europe, continuera aussi après la fin de notre civilisation, et que cette dernière, du moins dans une certaine mesure, continuera à exister de manière de plus en plus indirecte et sélective dans la mémoire collective. Cette approche nous permet aussi de mieux définir notre position dans le conflit apparent entre défaitisme et réalisme. En effet, l'on reproche bien souvent aux écoles historiques déterministes de mener, en fin de compte, soit au catastrophisme, soit au défaitisme. Les deux critiques me semblent injustifiées, du moins du point de vue de la plupart des religions et philosophies. Tout ce qui relève de l'existence dans ce bas monde est caractérisé par la finitude et donc voué tôt ou tard à la disparition. Du moins, dans le cadre de la vie humaine, cela nous semble immédiatement logique et inévitable. Et pourtant, à part quelques exceptions, peu se résigneront à abandonner, même dans leur vieillesse, tout espoir, projet ou ambition, mais tenteront de les adapter du mieux qu'ils le peuvent aux réalités biographiques qui sont les leurs. Il en va de même avec le déclin d'une civilisation. Il est inscrit dans la logique millénaire de chaque civilisation depuis ses débuts et contient un sens métaphysique égal à celui de sa naissance, de son adolescence ou de son apogée.
Dès lors, pour chacun qui reconnaîtrait ces faits, il ne peut s'agir d'entretenir le faux espoir de pouvoir garantir à l'Occident une vie éternelle en sauvant l'Occident, mais plutôt de l'aider à jouer son rôle jusqu'à la fin, et ceci de manière honnête, digne et fière. L'étude comparée des civilisations peut exercer une fonction majeure dans ce contexte, car elle peut permettre de prévoir, du moins jusqu'à un certain degré, les contours de cette évolution, et donc d'adapter l'action culturelle d'une manière optimale à ces conditions, et ce, avec deux objectifs. Le premier serait de ne pas hâter la fin de l'Occident par un comportement inadéquat et d'éviter d'imiter le destin de ces personnes vieillissantes qui, en dépit des réalités indéniables, nient leur mortalité et adoptent un style de vie qui est non seulement indigne et ridicule, mais accélère de plus leur déclin physique. L'Occident nous a été légué par nos ancêtres comme un immense ensemble patrimonial et spirituel, et il est donc de notre devoir de le réceptionner avec respect pour l'œuvre de nos pères, afin de pouvoir le léguer à nos propres descendants. Le second serait de remplir notre devoir, non pas par rapport à nos propres descendants, mais aussi aux civilisations futures. Tout comme l'Occident a immensément profité de l'héritage du monde gréco-romain, nous devons permettre aux civilisations futures de pouvoir s'inspirer de nos efforts, nos succès, nos infortunes, et surtout de notre vision spécifique et unique de ce qui est vrai, beau et bon. Il est certain que, tout comme ce fut le cas dans notre réception de l'Antiquité et du Proche-Orient, que cette réception future de notre civilisation sera sélective, parfois peut-être même opposée involontairement à son esprit initial. Toujours est-il qu'il s'agit là de la seule forme d'immortalité que nous pouvons offrir à notre civilisation dans ce bas monde. Merci bien pour votre attention. Bien, eh bien, je m'associe évidemment aux applaudissements. Et nous avons déjà deux questions. D'abord Thierry de Montbrial, puis Jean Bechler. Et, enfin, oui, je l'ai noté. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Micro. La civilisation technique a fonctionné. Voilà. Donc, d'abord, je vous remercie beaucoup pour cet exposé, d'une extrême richesse, dont toute intervention ne peut être que très modeste par rapport à tout ce que vous avez dit. Je voudrais faire quelques questions, remarques sur les aspects méthodologiques, en fait, sur les aspects théoriques, si vous voulez. Bon, la première, de la part d'un esprit scientifique, initialement. La première, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas dans la notion de croissance, de plafonnement au fond, puis de déclin de toute civilisation, une notion implicite de ce qu'on appellerait en physique une échelle ou une grandeur repérable, c'est-à-dire une grandeur, une sorte de mesure, quelque chose qui grandit et éventuellement stagne et baisse. Parce que je pensais à la notion de progrès qui est intrinsèque à notre civilisation, quand on dit, par exemple, ce qui est probablement le cas de la plupart des gens qu'on interrogerait, ou des intellectuels, ou non-intellectuels d'ailleurs qu'on interrogerait, ce que, par exemple, l'abolition de la peine de mort est un progrès, comme le pense monsieur et surtout madame Badinter. Mais est-ce que c'est un progrès, ou est-ce qu'on peut... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est tout à fait possible que dans 200 ans, 300 ans, peut-être avant, la notion de peine de mort revienne. C'est-à-dire, je pense que c'est extraordinairement lié à non seulement notre civilisation, mais une phase particulière de notre civilisation. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a une notion de progrès au sens large, ou en tout cas de grandeur qui croît et éventuellement décroît? Alors, deuxième point, d'une manière un peu plus sophistiquée, est-ce qu'il y a dans vos recherches, est-ce que quiconque a fait le lien avec la notion physique d'entropie? Parce que qu'est-ce que c'est que l'entropie en physique? C'est l'accroissement du désordre. Et il est impossible d'échapper à l'entropie. C'est-à-dire que toute forme d'organisation, puisqu'au fond une civilisation n'est-elle pas une gigantesque organisation est-ce que toute forme d'organisation n'est pas vouée à se
désorganisé et a évolué vers un chaos, bon, ce qui est la température absolue zéro, pour faire le lien avec le point précédent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en physique moderne, contrairement à ce qu'on pensait encore il y a quelques dizaines d'années, du chaos émerge toujours un nouvel ordre. C'est-à-dire qu'il y a donc une séquence, ordre, augmentation de l'entropie, c'est-à-dire déconstruction de l'ordre, et réémergence d'un nouvel ordre qui est à la fois non prévisible à partir de l'ordre antérieur, ce qui est ça, mais cependant avec des éléments conservés de l'ordre antérieur, ce qui rejoint vos remarques. Par exemple, je pense aussi souvent de ce point de vue-là à l'Ancien Régime et la Révolution, chez Tocqueville. Les nouveaux dirigeants s'inspirent, retrouvent des éléments de l'ordre antérieur. Et d'ailleurs, dans la fin de votre exposé, vous avez exprimé quelque chose qui ressemble à ça, en disant que nous avons quelque chose malgré tout à transmettre à des civilisations terrestres, ce qui veut dire qu'après le chaos, il y aura... Bon. Et enfin pour conclure très brièvement, je me disais en vous écoutant qu'à l'échelle d'une vie humaine, ou même à l'intérieur de la vie humaine, on voit jour après jour, on a l'impression que rien ne change. Quand on regarde à quelques années de distance, ou à une ou deux générations de distance, on voit que tout change, bien entendu. Et donc, ce phénomène de la transformation civilisationnelle est un phénomène finalement continu. Enfin, je crois que vous l'avez bien dit, cela. Et je pensais aussi à Fabrice Del Dongo, dans le fameux la narration de la bataille de Waterloo, c'est-à-dire qu'il était dans la bataille de Waterloo et ne savait pas qu'il y avait la bataille de Waterloo. Je veux dire que nous sommes, à l'échelle, encore une fois, d'une vie humaine, nous sommes plongés dans des phases de transformation que nous sommes incapables, en réalité, de comprendre. Désolé, j'étais un tout petit peu long. Je réponds immédiatement. Allez-y. Donc, oui, voilà, merci pour ces trois remarques. Alors, peut-être... Tout d'abord, oui, on a beaucoup parlé de voilà, la montée, la croissance, le déclin des grandes civilisations. Je ne suis pas sûr si c'est un bon terme d'ailleurs. Je préfère aussi l'éviter dans le sens que je préfère plutôt ce modèle ternaire où je ne verrais pas nécessairement dans la phase antithétique, si on veut, le sommet par rapport au début. Au contraire, on peut dire à beaucoup de niveaux que voilà, d'un point de vue de l'élan spirituel, le Moyen-Âge est certainement de loin supérieur à tout ce qui a été créé depuis 1500. Et d'un autre côté, voilà, le progrès technologique, après, est évidemment incomparable à ce qu'on a avant. Donc je crois que toutes ces différentes phases ont leur utilité en tant que telle et leur place. Hein, tout comme je ne dirais pas que l'enfance ou l'adolescence est inférieure ou supérieure à l'âge adulte ou même à l'extrême vieillesse. Je crois que là, nous devons plutôt avoir une attitude, disons, plus détachée de ces évolutions. Concernant la place du progrès dans tout cela, oui, je crois qu'il y a deux aspects. D'un côté, nous constatons dans chacune de ces civilisations qu'à fur et à mesure qu'elle progresse, surtout dans sa phase antithétique et vers sa fin, on a toujours un genre de progrès technologique. On voit que dans l'Antiquité, voilà, à l'époque hellénistique et surtout à la fin de la République romaine, on est vraiment là dans un essor technologique absolument incomparable avec ce qu'on connaissait au début du premier millénaire avant notre ère. Et on voit évidemment bien qu'en Chine, classique aussi, qu'à la fin des royaumes combattants, on est là face à des machines guerrières technologiques de loin supérieures à ce qu'on a au début, évidemment. Donc je crois qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces civilisations, un genre de progrès technologique qui, une fois cette synthèse atteinte, alors décroît très rapidement. On voit très bien que ça se pétrifie et que finalement la technologie devient un genre ou se réduit à l'application et à la simplification de ce qui avait été découvert avant et commence à stagner. Donc on a là aussi une certaine analogie dans l'évolution technologique à l'intérieur de chacune de ces civilisations. Mais au-delà, oui, nous constatons en effet, disons, une évolution qui transcende, ou en tout cas qui dépasse juste ces différentes civilisations, dans le sens que, voilà, chaque civilisation ne doit pas réinventer la roue. Hein, il y a des choses qui sont acquises
l'alphabet latin, par exemple, quelque chose que, voilà, à partir de Charlemagne, on n'a pas dû redécouvrir, ça on a pu se baser là-dessus. Il y a même des textes, forcément, Pline, par exemple, l'histoire naturelle, qui a pu servir de socle à l'évolution qu'a connue la civilisation occidentale ensuite. Donc il y a, je dirais, la possibilité d'une transmission d'un certain savoir au moins matériel, qui, s'il est purement matériel, détaché, je dirais, ou est utilisé en fonction de la dynamique de chaque civilisation, et quand il est spirituel, est rempli à chaque fois d'un sens très nouveau. Il suffit de regarder l'interprétation médiévale d'Aristote et de la comparer à celle sous l'islam, ou à ce que Aristote voulait probablement dire lui-même, pour découvrir comme on a la face, comme disait Spengler, non pas un seul Aristote, mais finalement à trois. Donc il y a une certaine notion de continuité. Je ne suis pas sûr que cette notion de continuité puisse vraiment être considérée philosophiquement comme progrès, parce qu'il est évidemment très fragile, n'a pas de sens en tant que tel, et nous voyons qu'il peut être entrecoupé par des phases de déclin assez notables. Pensons juste au siècle de migration des peuples. L'entropie, oui, absolument, il y a cet aspect là-dedans aussi. On pourrait peut-être parler de contingence aussi, d'expérience de contingence, pour avoir un terme aussi philosophique. Oui, il y a une tendance innée forcément au désordre. Maintenant, ce qui est néanmoins intéressant, c'est de voir qu'au début d'une civilisation, il y a une immense résilience qui fait en sorte que cette civilisation médiévale extrêmement primitive est quand même considérée ou caractérisée par une résilience incroyable à la peste, aux menaces de conquête musulmane, aux nombreuses crises intérieures, etc., tout comme le début de l'Antiquité, alors qu'on va, à fur et à mesure qu'une civilisation progresse, cette résilience diminue très, très clairement. Pensons qu'au simple fait qu'Athènes assiégée ou Athènes en guerre avec l'Empire achéménide immense arrive à résister et à montrer cette résilience incroyable face à cet immense empire mondial, alors qu'à peine quelques siècles après, elle capitule devant les troupes romaines sans grande volonté même de se défendre. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qu'on remarque tout doucement dans la civilisation européenne aussi. Finalement, oui, transformation, longue durée, oui, il est sûr que cet aspect catastrophique n'est pas nécessairement, et d'ailleurs j'ai aussi essayé de le souligner au début, le déclin et la fin d'une civilisation peut en effet avoir des phases catastrophiques, et les gens qui ont assisté au sac de Rome ne devraient pas être absolument ravis, je dirais, de voir leur ville détruite et saccagée, etc. Mais, comme vous le dites à juste titre, pour une grande partie de la civilisation, voilà, des hommes, la vie continue d'une certaine manière. Donc, ce qui disparaît n'est pas une civilisation, même si à la longue, il suffit de regarder l'archéologie, on voit bien que voilà, le degré de raffinement de la civilisation romaine sombre dans de nombreuses parties du monde occidental assez rapidement et d'une manière en effet relativement impressionnante, mais oui, la vie continue. Ce qui disparaît, c'est plutôt cet élan créatif qui nous lie finalement, je dirais presque par nos entrailles et par notre amour à une certaine civilisation qui nous amène presque comme un virus à le passer aux autres générations et à vivre pour et avec lui. Ça décroît évidemment de plus en plus jusqu'à arriver à la situation présente où moi je constate, je l'ai déjà dit très souvent chez mes étudiants, que voilà, si je leur parle de l'Empire aztèque ou du 19e siècle, c'est un peu la même chose pour eux en tant que proximité historique. Beaucoup ont tout à fait abandonné cette notion que c'est leur civilisation, leur patrimoine, leur héritage, et qu'ils font partie d'une chaîne. Ils sont déjà largement un peu dans cette existence post-historique. Donc ça aussi, c'est évidemment un phénomène de disparition d'une civilisation qui ne voit pas nécessairement la disparition physique, mais plutôt la disparition dans les têtes aussi des personnes, de leur volonté de se battre, de créer cette civilisation. Et donc, oui, comme la bataille de Waterloo, ou comme beaucoup de gens qui ont assisté aussi aux dernières décennies de l'Empire romain, voilà, la vie continue, il faut bien gagner son argent, il y a un minimum d'infrastructures qui continuent. Donc oui, du jour au jour,
il y a peu de changements. Au long terme, évidemment, on peut voir qu'on a des cassures immenses, mais qui s'étirent, évidemment, ce qui rend ça très difficile. Merci. Jean Bechler. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez impressionné par votre capacité d'élaboration théorique et votre science. Et j'aimerais malgré tout vous poser une question en prenant appui sur la définition que vous avez avancée de la civilisation comme le niveau culturel de la moindre particularité avant de verser dans l'universel humain. Ou bien c'est un mode d'humanisation le plus général possible sans être humain universellement. Bon, c'est bien ce que vous avez avancé, et donc on observe un certain nombre d'objets correspondant à cette définition qui sont travaillés intrinsèquement par un mouvement dialectique que vous avez abondamment illustré. Alors, bon, ça paraît, n'en pas aller de soi, mais admissible immédiatement. Pourtant, j'aimerais attirer votre attention sur, la comparaison que l'on peut établir entre le monde archaïque paléolithique et le monde traditionnel néolithique, post-néolithique. Il est difficile, si vous voulez, d'appliquer votre définition au monde paléolithique. C'est une poussière de culture dont on ne sait absolument, pour l'essentiel, rien, qui ont été produites par l'humanité pendant 200 000 ou 300 000 ans, on n'en sait rien de manière précise. Est-il complètement impossible d'imaginer entre la civilisation de votre définition et l'humanité une et identique universelle un niveau de particularité encore moins particulier que la civilisation, ce que j'appellerais volontiers des matrices culturelles, c'est-à-dire des champs de possibles que les humanités particulières peuvent explorer à travers le temps. Et alors, si on admet, c'est une simple hypothèse heuristique, on aurait eu un remplacement de matrice culturelle, paléolithique archaïque en l'occurrence, par une matrice culturelle néolithique il y a 10 à 12 000 ans. Et pendant ces 10 à 12 000 ans, eh bien, les diverses humanités ont exploré ce champ des possibles avec des succès variés et des résultats variés. En gros, c'est admissible. Si on l'admet, on peut formuler une hypothèse, alors cette fois-ci audacieuse, si vous voulez, plus heuristique que jamais, à savoir que la modernité n'est pas le faciès d'une civilisation européenne ou occidentale, progressive ou régressive, si vous voulez, mais la mise en place chaotique depuis le XIVe et XVe siècle d'une nouvelle matrice culturelle ouverte à l'exploration par les humanités futures. Chaotique, si cette hypothèse est retenue, eh bien, il est normal, si vous voulez, que le passé, pour simplifier, traditionnel, soit systématiquement détruit, éliminé, et que l'Occident est ici en avance sur le reste du monde, qui en est encore au stade de la transition ou de la mutation de la matrice traditionnelle à la matrice moderne. Alors, je ne dis pas que c'est une vérité établie, mais c'est une hypothèse qui me paraît intéressante. Est-ce qu'elle vous intéresse? Merci. Oui, voilà, merci pour cette question. En effet, c'est une question qu'on est évidemment souvent amené à se poser et qui, dans sa première partie, dont vous parliez aussi de la transition paléolithique, néolithique, et des différences fondamentales qu'il y a évidemment aussi dans l'apport de l'humain à la société, à la famille, aux dieux,
sa fabrication de nourriture, etc., est fondamentale, cette transition. Donc c'est sûr, ça me rappelle un petit peu d'ailleurs ce que mon cher Spengler a développé plus tard aussi dans sa carrière. Après le déclin de l'Occident, il s'est fortement consacré justement à l'étude de la préhistoire ou proto-histoire en essayant de démarquer là aussi différents stades d'évolution. J'avoue que moi-même, ce qui m'intéresse surtout personnellement, par pure curiosité, probablement aussi un peu universaliste, c'est surtout le phénomène de la civilisation. Donc je connais moins la pré- et proto-histoire, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que l'évolution de ces grandes civilisations, jusqu'à maintenant en tout cas, est relativement peu liée à leur support matériel. Quand vous regardez les Incas, on est encore dans l'époque néolithique. On n'a pas vraiment d'utilisation du fer, on n'a même pas l'utilisation de la roue. On est là dans une civilisation qui est extrêmement primitive, si on veut, et qui néanmoins subit, à travers ce que nous pouvons déceler, des traces archéologiques et artistiques, etc., un cycle, si on veut, presque complet, tout comme d'ailleurs aussi dans l'Amérique mésoaméricaine. Donc, je ne suis pas sûr que le phénomène de la civilisation, comme un genre de virus psychologique qui subitement prend possession d'une société et qui l'amène justement à aller à travers ces différentes phases, soit nécessairement dépendante d'un certain statut dans l'évolution technologique. Maintenant, la question que vous posez, que évidemment qu'on peut lire très souvent, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas maintenant, après cette phase des grandes civilisations, un nouveau stade qui serait atteint dans l'histoire de l'humanité et qui fonctionnerait sur une base nouvelle, qui serait mondiale si on veut, qui serait marquée par la technologie d'origine européenne, etc. Oui, on le lit souvent. Il est difficile pour nous, évidemment, de le dire parce que voilà, c'est dans quelques générations seulement que nous pourrons vraiment donner la réponse à cette question. Personnellement, j'en doute. Personnellement, je vois plutôt dans ce qui se passe actuel quelque chose qui est inné à ce qui est à la spécificité de notre civilisation, qui est, comme on l'a souvent dit, faustienne, qui a cette envie d'expansion globale, et où finalement le phénomène de mondialisation régionalement réduit, qu'on voit sous la romanisation par exemple, ou sous la signification de l'Asie, ou dans l'établissement aussi d'un genre d'égyptianisation du Proche-Orient, nous voyons ce phénomène de mondialisation qui au fond n'est rien d'autre qu'une européanisation, si on veut, du continent, donc du monde. Donc on reste quelque part dans un paradigme bien connu, bien que évidemment spatialement plus réduit dans d'autres civilisations. Maintenant, est-ce que ce sera le coup de démarrage finalement, est-ce que ça nous propulsera dans un paradigme totalement nouveau, ou est-ce qu'on verra, comme c'était le cas dans ce que Spengler en tout cas croyait, que voilà, après l'établissement d'un genre d'État augustéen, occidental final, est-ce qu'on verra là aussi rapidement un genre de pétrification de ce qui nous reste comme énergie, un genre de déclin technologique où de plus en plus on se contentera à appliquer des technologies qu'on va de moins en moins comprendre, qui vont de plus en plus dépendre de matériaux stratégiques auxquels on aura peut-être tôt ou tard plus accès et qui verront peut-être très rapidement tout cet édifice s'écrouler, bon, pas d'un jour à l'autre, mais peut-être à travers plusieurs générations, pour en revenir à une démondialisation et de nouveau un retour, si on veut, de cette civilisation occidentale au territoire d'où elle est issue et où on pourrait très bien imaginer qu'elle perdra finalement ses dernières forces à la fois par l'intérieur, par le changement culturel, ethnique, etc., qui est déjà en train de s'opérer à l'intérieur, au moins de l'Europe occidentale, et par l'extérieur, par le conflit avec la Chine, par exemple. Donc ce modèle-là, oui, je ne saurais le nier, je ne saurais pas vraiment amener des bonnes raisons pour ne pas dire que ça reste possible. Maintenant, d'après ce que je vois, jusqu'à maintenant, je ne vois pas, même dans notre technologie sophistiquée, quelque chose qui obligatoirement doit mener à cette idée que nous assistons à quelque chose de nouveau et d'inouï
dans l'histoire humaine. Donc, tout ce que je peux dire. Merci. Jean-Claude Casanova. Merci, Monsieur le Président. J'ai été, Monsieur, très intéressé par votre exposé extrêmement riche et qui amène à beaucoup de réflexions, et notamment les enrichissements qu'ont apporté Thierry de Montbrial et Jean Béchler. Je voudrais simplement vous poser, je sais la grande difficulté du mot civilisation ou du mot culture, et en retenant votre propre définition, je voudrais vous poser deux questions très simples. La première, c'est quand vous considérez le monde actuel, est-ce que le monde actuel vous paraît défini par une unité de la civilisation ou par une pluralité des civilisations? Autrement dit, est-ce que vous acceptez l'idée de l'occidentalisation du monde, si vous voulez, qui est une idée implicite déjà dans les philosophies de l'histoire du XIXe siècle, mais qu'on peut, à partir de la science et de la technique, défendre aujourd'hui? Donc, y a-t-il unité et diversité? S'il y a diversité, quelles sont les principales civilisations? Et ma deuxième question concerne la civilisation occidentale, parce que l'Occident aujourd'hui, c'est une partie non négligeable de l'humanité, si on veut bien additionner l'Europe, les deux Amériques, l'Australie, Israël. En gros, ça constitue l'unité occidentale, la civilisation occidentale, et on voit tout à fait son parcours historique et culturel, les différentes hybridations qui se sont produites, la principale étant l'hybridation de la culture gréco-romaine, disons Athènes et Jérusalem, par le judaïsme et le christianisme. Alors, si vous faites un ensemble de l'Occident, si vous pensez que dans les civilisations existantes, il y a la civilisation occidentale, quelles hybridations, qu'est-ce que vous voyez apparaître comme phénomène qui compléterait ou qui modifierait la civilisation occidentale telle qu'elle est définie aujourd'hui par sa culture, la science et la technique? Oui, merci beaucoup. Question que je me pose souvent aussi. Pour la première question, c'est-à-dire quelles civilisations sont encore en existence actuellement, eh bien, selon ce modèle-là, la seule encore à être active et vivante, disons, dans son déroulement dialectique, c'est l'Occident. Dans le monde musulman, il est mort depuis le Xe, XIe siècle. D'ailleurs, les sources musulmanes de l'époque même, quand vous lisez Ibn Khaldoun, le confirment très, très clairement. Mort, évidemment, voulant dire qu'en tant qu'évolution presque vivante d'une civilisation, on a atteint un point final avec les Fatimides, avec le Xe, XIe siècle, et que cette civilisation musulmane, elle entre, disons, dans une phase de pétrification. Et évidemment, l'islam existe toujours, il y a toujours des textes qui sont lus, recopiés, interprétés, mais on n'est plus, en tout cas, dans cette logique dialectique d'une évolution. Et donc, ça fait quand même déjà presque un millénaire que c'est le cas, et ça expliquerait peut-être aussi le manque assez visible de compétitivité, si on veut, avec l'Europe, et explique aussi pourquoi le monde chinois et japonais, qui lui est, selon ce modèle-là, qui a atteint sa phase finale à partir de 1800, quelque part, est encore nettement plus résilient, finalement, et plus capable, en tout cas, à reprendre d'une manière plus ou moins imaginée, la technologie européenne et de l'appliquer, finalement, contre nous, sans que cette technologie soit véritablement innée à cette civilisation. Ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi en Chine et au Japon, on voit relativement peu d'innovation, mais cette tendance au copiage, à l'adaptation, à l'amélioration, mais pas nécessairement un envol vers quelque chose de fondamentalement différent, vu que l'impetus créatif vient encore de l'Occident. Donc finalement, on a un peu partout des vestiges d'anciennes civilisations qui ne sont plus dans une phase d'évolution, la seule qui reste étant l'européenne. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Bientôt, Spengler, par exemple, était convaincu que la Russie constituait une nouvelle civilisation, qu'elle était une civilisation qui était en train de se constituer et qui serait une nouvelle
nouvelle civilisation, où il est évidemment difficile de dire à partir de tel et tel moment elle commence à exister, mais il la voyait dans un genre de phase préparatoire à pouvoir vraiment émerger. Et évidemment, nous ne pouvons exclure nullement que nous verrons peut-être dans quelques siècles aussi des hautes civilisations de cette définition-là émerger, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, qui sait. Mais en tout cas, la situation actuelle serait telle, en tout cas à ma connaissance. En ce qui concerne la possibilité d'hybridisation, eh bien, justement, je viens d'écrire un article dans un volume que nous avons sorti, dans lequel Chantal Delsol avait aussi participé avec un article. Moi, j'avais écrit un article sur les différentes phases constitutives de la civilisation européenne. Et justement, certes, Athènes, Rome, Jérusalem font partie de nos racines, si on veut, mais nous ne sommes pas dans une continuité directe. Pour moi, l'histoire de la civilisation européenne en tant que telle, elle commence avec Charlemagne, si on veut. La civilisation de l'Antiquité, pour moi, elle est aussi différente de la nôtre que l'Inde ou l'Égypte. Certes, nous avons repris beaucoup d'éléments, nous avons réinterprété de ces éléments, mais nous ne sommes pas dans une continuité immédiate, si on veut. Donc pour moi, c'est une civilisation très différente, et donc je ne crois pas que nous sommes dans une hybridisation de cette civilisation-là. Mais il est sûr qu'il y a des phénomènes, si on veut, de reprise, de réception, de continuité. En effet, nous nous sommes basés sur la civilisation de l'Antiquité, que néanmoins nous avons réinterprété très fortement à notre guise, et donc il n'est pas du tout exclu d'imaginer que de futures civilisations feront de même avec la nôtre. Il y a beaucoup de phénomènes, évidemment, de cette influence. Spengler appelait d'ailleurs ce phénomène-là la pseudomorphose, c'est-à-dire quand une civilisation est coulée d'une certaine façon dans le moule qu'une autre civilisation a laissé. Donc elle provient d'une matière très différente, mais elle est intégrée dans une structure qu'elle n'a pas faite elle-même et qu'elle tente, avec plus ou moins de succès, de faire éclater ou d'évoluer. Comme par exemple d'autres continuités historiques, comme en Chine, avec la civilisation chinoise pré-bouddhique, classique si on veut, et puis après plusieurs siècles d'interlude, la naissance de la Chine bouddhique, qui elle aussi continue à relire Confucius, etc., mais qui vit dans un paradigme très 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 différent. Donc ce serait le cas pour l'Europe, et voilà, qui sait, des civilisations futures en Russie ou en Afrique pourront difficilement faire l'impasse sur tout ce que nous avons à leur léguer et tout ce que nous avons commis aussi d'un certain point de vue en atrocité. Donc tout ce qui est en bien et en mal va certainement influencer d'autres, mais influencer non pas dans le sens d'une véritable continuité directe, mais plutôt d'une reprise d'éléments réinterprétés, et souvent réinterprétés d'une manière évidemment très 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 originale. Quand vous pensez, un bel exemple, à l'utilisation de chapiteaux corinthiens renversés en tant que baptistères, là vous avez vraiment une vue absolue qu'un élément architectural est utilisé d'une manière absolument contraire à tout ce qu'il était censé signifier par une civilisation, et néanmoins être un symbole très fort. Donc ça, on peut, ou quand vous pensez à la lecture arabe de Platon, qui fait la plus totale impasse sur tout ce qui concerne l'histoire de l'Antiquité, où très visiblement l'histoire politique de l'Antiquité n'avait aucun intérêt quel qu'il soit pour le monde arabe, et néanmoins nous avons un phénomène de réception de Platon et d'Aristote qui forcément était énormément biaisé par le fait que l'ensemble des allusions historiques et politiques devaient être absolument incompréhensibles aux philosophes arabes, qui néanmoins tentaient honnêtement de tirer ce qu'ils pouvaient de ces textes-là. Donc voilà, des hybridisations, pseudomorphoses futures basées sur l'Occident. Oui, nous devons certainement nous attendre à cela, mais nous ne les verrons pas. Très bien. Bien, Jean-Claude Trichet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur, votre exposé était absolument remarquable et d'une richesse exceptionnelle. Et il est, si j'ai bien compris, essentiellement diachronique, c'est-à-dire que vous avez suivi
les empires et les civilisations, leur évolution dans une perspective dialectique. Est-ce que je peux vous interroger sur une lecture qui serait plus synchronique? Je rejoins un peu ce que Jean-Claude Casanova vient de poser comme question. En d'autres termes, que pensez-vous d'une analyse en composantes principales des différents pays dans le monde actuellement, comme celle que Ingelhardt et Welzel font, une cartographie des civilisations pratiques telles qu'elles s'affichent elles-mêmes, en prenant, alors je crois qu'ils ont au moins 10 indicateurs, peut-être plus, et ils font une analyse en composantes principales, et ils classent donc l'ensemble des pays avec des proximités qui viennent de la simple analyse statistique. Donc c'est une matrice, on a 10 ou plus, d'ailleurs je pense qu'il y en a plus, indicateurs, et on a tous les pays du monde. Et là, alors, apparaissent en effet des groupes que l'on pourrait dire, des groupes proches en termes de civilisation. Ce qu'ils analysent, moi j'ai été très frappé de voir en particulier que l'Europe est beaucoup plus étalée dans cette cartographie que je ne l'aurais pensé. Il y a une Europe orthodoxe qui est encore très proche des valeurs traditionnelles et, disons, de la lutte pour la survie. Ce sont les axes principaux qu'ils imaginent. Hein. D'un côté, la lutte pour la survie d'un côté, l'expression des valeurs et la liberté de penser de l'autre, et puis valeurs traditionnelles, valeurs non religieuses. Donc l'Europe, en réalité, n'est pas une civilisation dans laquelle on peut vraiment dire la partie orthodoxe, la partie catholique et la partie protestante sont proches. Elles semblent être très éloignées. De la même manière, on a toute une cartographie confucéenne qui nous donne un monde très peu religieux, très séculier, et qui se positionne sur cet axe-là, qui est plutôt valorisé par les Européens, au-dessus de l'Europe, nettement au-dessus de l'Europe. Et puis, on a les protestants, l'Europe protestante, qui alors là serait plus dans votre perspective, me semble-t-il, de progrès, d'avancée, mais ce n'est qu'une partie assez modeste, finalement, de l'ensemble des Européens. Alors, je n'en dis pas plus, évidemment, c'est une analyse statistique très, comment dirais-je, très objective, d'une certaine manière, qui demande à être considérablement interprétée. Mais est-ce que cela vous conduirait à considérer, compte tenu de vos propres thèses, qu'on peut effectivement creuser cette analyse synchronique des différentes civilisations telles qu'observées dans le monde, ou bien considérez-vous que ce n'est pas vraiment pertinent? Oui, merci beaucoup. Il y a évidemment, d'un côté, c'est évidemment très, très intéressant d'utiliser ce genre de comparaison aussi, d'essayer de comprendre d'autres régions par des paramètres tels que l'importance de la survie, l'importance accordée à la tradition, l'importance accordée à la religion. Ça permet déjà de voir beaucoup de choses et évidemment, dans toute une série de cas individuels, nous avons en effet besoin de reconnaître ces différences fondamentales dans la vision de différents pays, de ces paramètres identitaires. Maintenant, il y a le problème, ce que ces termes veulent dire aussi pour les individus. Vous parliez notamment de la Chine, la tradition confucienne, etc. Je me suis donné assez souvent des séminaires d'histoire comparée, Rome, Chine, évidemment, vu que ça se prête tellement bien, et je me suis toujours heurté au début au fait qu'en Chine, on ne trouve absolument rien même de comparable aux spéculations plutôt métaphysiques, transcendantes, telles qu'on connaît chez Platon et Aristote. On a cette impression, d'abord, mais ce n'est pas vraiment la philosophie, au fond, c'est la sociologie, un peu de la politologie, mélangée avec un petit peu de mysticisme, et ça en reste là. On a cette impression qu'on ne trouve pas quelque chose que nous cherchons. Et donc forcément, quand on inscrit des civilisations dans des États, dans des axes
que nous établissons en tant qu'Européens, que nous définissons selon nos propres critères, nous pouvons évidemment arriver aussi à des conclusions très erronées, parce que dans le cadre nouveau, pour revenir à la Chine, on voit d'un autre côté que là, il y a des disputes tout à fait philosophiques, extrêmement intéressantes, autour d'une manière de penser que nous ne comprenons pas très souvent. Nous avons souvent cette impression, dans d'autres civilisations, il manque quelque chose que nous y cherchons parce que c'est constitutif pour notre identité, mais plus on essaie de comprendre de l'intérieur ces civilisations, et plus on voit qu'il y a là des notions que nous ne comprenons pas, et où il nous faut des années, voire presque parfois une vie d'investissement de ces civilisations, apprentissage de la langue évidemment aussi, pour comprendre que oui, certains raisonnements sont rendus impossibles par les structures linguistiques, par exemple la langue chinoise qui fonctionne de manière très différente et qui rend impossible même la formulation de certains problèmes philosophiques, parce que ces problèmes n'existent tout simplement pas dans une autre langue, ou ne peuvent que expliquer d'une manière très tordue. Et ainsi, c'est toujours la question, que veulent dire certaines choses pour certaines personnes? Est-ce que, notamment la notion d'athéisme ou de sentiment religieux, moi je suis fermement persuadé que l'athéisme européen est un athéisme de fond chrétien, qui est fondamentalement différent d'un athéisme bouddhique ou confucéen, parce que la base, elle est très différente, et même l'athéisme européen reste incompréhensible sans voir le christianisme contre lequel ou par rapport auquel il se définit. Et donc, en mettant un peu à plat ces civilisations, en les mettant ensuite en lien avec certains critères qui ne sont pas juste des critères quantitatifs, mais plus abstraits, tels que tradition, survie, religion, on fait un peu l'impasse sur ce que ça veut dire au fond, fondamentalement. Notamment aussi ce qu'on lit très souvent, c'est-à-dire que voilà, dans les pays scandinaves, on aurait une autre qualité de vie et que les gens seraient plus heureux, etc. Moi, je blague toujours de ça, parce que mon épouse elle est calviniste, et donc je vois un petit peu cette mentalité de l'intérieur, et je dis, c'est des gens qui de toute façon sont persuadés qu'ils doivent être heureux, et qu'ils n'ont pas le droit d'être quelque part malheureux, parce que ce serait ingrat, donc ils cochent de toute façon, nous sommes très heureux parce qu'on veut être très heureux. Donc c'est aussi la question, est-ce que ça veut dire quelque chose de différent? Et quand on va dans la mentalité latine, tout le monde râle un tout petit peu, ça fait peut-être partie du catholicisme aussi partiellement. Donc est-ce que ça correspond néanmoins à une vraie réalité, ou est-ce que ces chiffres ne peuvent juste être compris aussi en voyant que ces mots veulent dire des choses très différentes pour d'autres civilisations, et même à l'intérieur de la nôtre. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui rend ce genre de tentative de visualisation synchronique très difficile. Peut-être un dernier exemple qui montre aussi les difficultés de s'entendre entre peuples, notamment le fait que les Romains de la République romaine ou de l'Empire ne comprenaient pas vraiment le monothéisme judaïque. La plupart se disaient, c'est pas un monothéisme, ils sont athées au fond. Ils ont pris le fait de croire juste en un seul Dieu, au fond c'est de l'athéisme, même pas du monothéisme. Et c'était très difficile pour eux de concevoir à l'intérieur de leur propre vision du monde comme animé par différents esprits, etc. Ce réductionnisme à un seul Dieu comme autre chose qu'au fond de l'athéisme. Donc, évidemment, nous comprenons aujourd'hui cette différence, et nous comprenons où les Romains se trompaient, forcément, mais ça montre l'incommensurabilité que nous avons à comprendre d'autres civilisations de l'intérieur, et la nécessité d'investir énormément de temps pour les comprendre. Et c'est pour ça que moi j'ai aussi des grands problèmes avec la notion actuelle de multiculturalisme, qui au fond essaye de réduire des phénomènes fondamentaux à un genre de folklore un petit peu
un petit peu superficielle, où en gros tout le monde croit à la même chose, mais pas à sa maison un peu différente, ou mange d'autres choses au repas, et qui ne veut justement pas voir qu'il y a dans différentes civilisations une vision fondamentalement différente des nôtres, qui n'est pas meilleure ou pire que la nôtre, au contraire, mais qu'il faut essayer de comprendre aussi de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que justement notre civilisation à nous, qui se veut tellement ouverte, diverse, tolérante et multiculturelle, justement un effort que nous ne faisons presque plus, malheureusement. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent encore au XIXe siècle, époque dont datent d'ailleurs la plupart des traductions des grands classiques indiens, chinois, japonais, autre chose, ou arabes, que là, quelque part, on était plus proche d'une véritable tentative d'une compréhension de l'autre en tant qu'autre, que chez nous, où on a peut-être des bonnes intentions, mais où on ne veut pas voir au fond cette différence parce qu'elle nous renverrait aussi au fait que ce que nous supposons être nos propres valeurs ne sont tous sauf absolus et que nous devons alors remettre en question fondamentalement aussi notre propre civilisation et tout ce qui nous échappe dans cette prise de vue. Merci. Georges-Henri Soutou. Oui, merci, cher Président. Chers collègues, merci infiniment. Je suis moi-même un grand admirateur de Spengler. Néanmoins, il y a, comme historien, je suis historien, un point qui m'a malgré tout gêné chez lui, c'est le passage assez systématique, à la base même de sa réflexion, de la culture à la civilisation. Civilisation après civilisation. Et je prends deux exemples pour me faire comprendre. Deux grands débats historiques qui ne sont pas d'ailleurs achevés, qui sont récurrents. L'un entre Antiquité tardive et Haut Moyen-Âge, où commence l'un, où s'arrête l'autre. Ça a été, en tout cas en France, dans les années 50, un débat historiographique très, très vif, et je crois pas seulement en France. Et l'autre grand débat historique, c'est la Renaissance. Qu'est-ce que c'est exactement que la Renaissance ? Je remarque d'ailleurs que tout le monde n'emploie pas forcément le mot Renaissance. En Allemagne, me semble-t-il, on parle plutôt de Neuzeit, ce qui est encore autre chose que la Renaissance. C'est assez différent, en soi, c'est pas très long. Enfin, passons. Alors, néanmoins, pour essayer de serrer la question que vous deviez traiter, est-ce que notre civilisation peut s'achever comme d'autres, si on prend grande fresque historique, comme vous l'avez fait, il y a des facteurs qui semblent quand même avoir été, sinon permanents, du moins avoir ressuscité ou être restés toujours à l'arrière-plan dans notre monde occidental. Là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Jean-Claude Casanova. Un certain nombre de choses dans le désordre. La langue dans le sens de la langue comme moyen d'expression, l'usage qui est fait de la langue, pas uniquement de la généalogie des langues romanes, germaniques, etc. Une vision anthropologique quand même d'ensemble, c'est-à-dire l'homme, la mort, etc. Le droit, alors ça c'est peut-être plus familier de ces questions, mais le droit romain est resté jusqu'à tout récemment une base juridique fondamentale pour notre monde occidental. Les catégories politiques et philosophiques, ou philosophiques et politiques, comme vous voudrez, générales, même si chacun les interprétait à sa manière. Un cours de philosophie, à l'époque où je les recevais dans les années 60, n'était pas incompatible avec les cours que l'on donnait à l'académie, enfin l'académie de Platon. Enfin, bon, ce n'était pas incompatible, au contraire, ça répondait bon. Et on pourrait également citer, bien entendu, j'allais oublier l'art, la vision artistique. Je ne dis pas que les formes artistiques restent les mêmes, mais il y a une continuité. Si vous regardez tout simplement les bustes et les statues qui nous entourent, on pourrait être aussi bien à Rome, au Capitole. Enfin bon, c'est quand même la continuité tout à fait frappante. Mais maintenant, ne sommes-nous pas entrés dans ce qu'on appelle en Californie un New Age, n'est-ce pas, où la langue change de sens à cause fondamentalement de l'informatique. L'information passe par bien d'autres choses que la langue. Le discours traditionnel n'a plus la même signification, on aura de moins en moins. L'anthropologie, la vision anthropologique me paraît tout à fait différente, avec l'homme augmenté, etc. Le droit romain, il n'est plus enseigné, le droit romain. Je me souviens que lorsque l'université de Zurich, qui est l'une des plus grandes d'Europe, a supprimé sa chaire d'histoire du droit romain, sa chaire de droit romain, pardon,
il y a quelques années, la Neue Zeitung avait fait une page entière, comment on supprime l'enseignement du droit romain. Pour moi, c'était un choc. Et d'autre part, les catégories philosophiques et politiques me paraissent honnêtement, enfin je suis peut-être trop vieux, c'est possible, ça je reconnais, hein, mais je ne comprends plus rien au discours actuel. Quant à l'art, je pense que c'est la démonstration la plus évidente qu'on a changé d'univers. Il suffit de regarder une exposition. Alors, donc finalement, est-ce qu'on n'assiste pas, on prépare les parents des hommes, ma question, est-ce qu'on n'assiste pas quand même à travers ces symptômes, ces signes, ces indicateurs, à la possibilité de la fin maintenant quand même d'une ère de civilisation ou culturelle, comme vous voudrez, les deux se valent, qui avait commencé à Athènes, à Rome, etc., et qui est en train de connaître après bien des soubresauts, ça je ne les sous-estime pas, peut-être quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à une fin finale, si vous me permettez. Voilà, je vous remercie. Oui, tout à fait. Si je vois bien, la question se décline surtout en deux points. D'un côté, la continuité, disons, de beaucoup de ces facteurs d'identité depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, et puis maintenant, évidemment, la cassure qui est en train de s'opérer actuellement, oui. Oui, comme je disais, il est très difficile de faire la part des choses dans cette notion de continuité. Certes, nous continuons à lire Platon, nous continuons à nous inspirer, ou nous avons continué en tout cas, nous inspirer de l'architecture grecque et romaine, etc. Il y a une réception en tout cas. Je ne suis pas sûr s'il s'agit d'une continuité, parce que je reste persuadé qu'avec le Moyen-Âge commence quand même quelque chose qui est fondamentalement différent, et malheureusement nous tombons parfois dans le piège de la Renaissance, qui nous a montré le Moyen-Âge comme un genre d'interlude un peu barbare, et puis les vraies choses commencent seulement au XVIe siècle avec la redécouverte de l'Antiquité, parce qu'il est évident que voilà, si on cherche les continuités, à part dans quelques détails, entre une cathédrale gothique et un temple grec, on est face à un immense dilemme. Et moi, j'aurais cette tendance à dire, voilà, dans la cathédrale gothique, on voit vraiment l'esprit européen faustien qui se développe d'une manière absolument originale, en accord avec sa propre existence, si on veut, et qui correspond à cette phase thétique, si on veut, de notre civilisation. Et puis alors l'antithèse débute avec la reprise, si on veut, à la Renaissance de l'art de l'Antiquité, qui amène quelque chose qui est volontairement opposé, si on veut, à cette thèse. Néanmoins, même cette continuité créée depuis la Renaissance, elle est quand même basée sur des différences fondamentales. Ça irait évidemment trop loin d'aller dans les détails, mais vous parliez à juste titre, évidemment, de la continuité, par exemple, dans le statuaire, mais à la différence près qu'évidemment, les statues dans l'Antiquité étaient peintes. Et que le fait que nous, pendant des siècles et des siècles, nous nous sommes attachés à vouloir voir ces statues immaculées comme une expression tout à fait abstraite de l'identité des personnages, est quelque chose qu'aucune personne de l'Antiquité comprendrait. Ils diront, est-ce que c'est des fantômes? Je crois que quelqu'un de l'Antiquité serait profondément mal à l'aise face à une statue blanche. Il ne comprendrait pas l'utilité, il dirait, elle n'est pas finie quelque part. Et vous pensez évidemment à la fin du XIXe siècle, à toute cette dispute quand on a redécouvert la coloration de l'Antiquité, et comme ça a été très difficile pour nous d'assumer que oui, cette Antiquité, elle avait beaucoup plus l'air d'un temple hindou aujourd'hui, peint de haut en bas, qu'avec cette nature immaculée blanchâtre, qui elle-même est typiquement faustienne, voulant représenter l'essence abstraite d'un être, sa psychologie, dans un genre de résumé, alors que dans l'Antiquité, on veut essayer de le représenter aussi précisément qu'il l'était, couleur inclus. C'est juste un petit exemple, et je crois qu'on pourrait étendre ça évidemment à beaucoup d'autres niveaux. Pour moi, l'Antiquité, elle est essentiellement basée sur la fascination du matériel et du corps humain. Le grec et le romain auraient des immenses problèmes à comprendre ce que nous appelons la transcendance. Même Platon, quand il essaye de développer ses premiers principes, etc.,
lutte tout le temps avec cette tendance de croire que même les idées existent quand même sous forme de corps quelque part dans un monde que nous ne pouvons pas vraiment atteindre. Donc il y a cette corporalité qui reste inextricablement liée à l'Antiquité, même dans leur discipline. Tout devient un problème géométrique, mais jamais vraiment algébral pour l'Antiquité. Tout reste corporellement, alors que chez nous, depuis les débuts, au fond, tout est fonction, tout est dynamique. Donc là il y a quand même, en dépit des continuités, un sens très différent, je crois, qui est donné à cela. Donc je mettrai quand même en avant cette différence presque essentielle entre ce qu'un grec ou un romain voit dans un bâtiment et de ce que nous en faisons. Maintenant, évidemment, le présent, vous parliez de transhumanisme, fin d'ère, oui, là nous sommes vraiment face à une dystopie, si on veut, très, très menaçante, que nous pouvons vraiment voir comme un genre de rupture civilisationnelle fondamentale. Or, il ne faut pas oublier que lors des phases analogues dans d'autres civilisations, on a eu des tendances qui allaient dans ce sens-là. Je parlais dans mon livre Le Déclin beaucoup de la fin de la République romaine et de ses analogies avec ce qu'on a aujourd'hui, livre qui, me semble-t-il, est plus confirmé qu'infirmé par les 10 dernières années depuis lors. Mais on voit aussi dans beaucoup d'autres civilisations des ruptures et des cassures traumatisantes. Parallèle à nous, on aurait par exemple l'époque d'Akhénaton, qui lui est un traumatisme majeur pour la civilisation égyptienne, qui voit toutes les vieilles certitudes remises en cause et qui, à la fin, se solde par l'échec violent, évidemment, contre les régimes d'Amarna et le retour à la tradition, tout comme Auguste revient aussi à la tradition, mais fin, disons, aussi à disons, cette reconstructuration cosmopolitique de l'identité romaine, comme la voit à la fin de la République. Idem pour l'Iran. Là aussi, on voit dans l'épisode Mazdakite, avec la volonté de construire un État communiste, antitraditionnaliste, qui refuse la plupart des évidences, même juridiques, de la tradition zoroastrienne. Là aussi, une cassure immense. On peut penser aussi à tout ce qui s'est passé sous les Qing, où là aussi on assiste à une destruction massive de la tradition chinoise avant qu'elle ne soit prudemment restituée sous l'équivalent d'Auguste, c'est-à-dire sous les Han et sous Han Gaotsu. Donc on n'est pas en total terra incognita. Évidemment, chez nous, en Occident, tout cela prend toujours des proportions absolument démesurées, il faut bien le remarquer, en bien comme en mal. Malheureusement, tout ce qu'on lègue est absolument exagéré, finalement, dans notre civilisation, mais je crois qu'on reste quand même encore à l'intérieur d'un paradigme historique, et ce qui nous semble vraiment être une cassure dangereuse va probablement, dans les 10 ou 20 prochaines années, révéler avoir juste été un égarement auquel qu'on voudra vite faire oublier. J'espère aussi. Bien. Alors, une dernière question, donc celle de Bernard Bourgeois. Monsieur le Président, je vais actualiser mon propos très rapidement. Le monde post-historique, aujourd'hui, n'est, je crois que ce que vous avez dit essentiellement, il n'est ni hegelien, ni marxien, ni spenglerien. Vous avez évoqué le déclin de l'Occident, que je considère comme peut-être le dernier très grand livre sur l'histoire. Est-il donc notre monde encore historique quand la liberté, c'est alors sans rival, comme depuis toujours, réfugié dans sa proclamation incomparable aux États-Unis d'Amérique, où l'on ne peut entrer qu'en saluant sa statue.
Voilà, je voulais faire cette remarque. Oui. Encore une fois, en vous félicitant de la conceptualité de votre propos. Merci, merci bien. Oui, cette question, notre monde est-il encore toujours dans l'histoire, hein, on peut se le poser très souvent, comme je disais aussi avec mes étudiants, il y a de plus en plus cette impression d'être là avec des personnages qui sont déjà sortis de l'histoire et qu'on peut très difficilement faire re-rentrer dans cet amour du patrimoine. J'essaie de lutter évidemment pour cela, mais on voit que voilà, la plupart ne s'intéressent pas vraiment à leur passé, ou plutôt ne considèrent plus l'histoire comme leur propre passé. On a l'impression que, de toute façon, dans la vision officielle de l'histoire telle qu'elle est de plus en plus répandue, non pas par les institutions européennes, mais aussi par beaucoup d'États nationaux, la vraie histoire commence quelque part en 1945, et tout ce qui avance, c'est juste des guerres et des croisades, et de l'acquisition, et des procès des sorcières et ce genre de choses-là. Et c'est juste en 1945 que ça commence véritablement à devenir intéressant. Hein. Donc pour beaucoup de jeunes, évidemment, ils ont intégré cette pensée-là, ou plutôt ont été marqués par cette pensée-là et ne se sentent plus en phase avec ce passé. Et donc, de fait, notre civilisation, elle disparaît parce que le nombre de personnes qui veulent volontairement la porter décroît massivement et qu'il est très difficile justement d'accéder à des gens qui seraient déjà rentrés dans ce genre de post-histoire. Et bon, le point final, nous pouvons le voir dans l'Antiquité tardive, quand vous voyez la religion païenne au 5e siècle, largement disparue, en tout cas dans les grandes villes, et de voir qu'à Rome, par exemple, il n'y a plus que 2-3 grandes familles aristocratiques qui essayent de cumuler toutes les prêtrises différentes pour encore exercer le rite religieux, parce qu'ils sont même physiquement les derniers à le faire, et donc ils ont cette tendance à cumuler de plus en plus de diverses fonctions religieuses pour assurer la continuité d'une religion qui jadis avait dominé 1 million de personnes dans la ville de Rome et qui à la fin se réduit à 3 familles ou 4 qui, quand elles disparaissent, alors il y a évidemment la continuité immédiate aussi de la religion romaine qui disparaît dès lors. Là, on voit le point final assez prégnant d'une évolution dont nous trouvons actuellement. Pas au début, on est un peu plus loin, mais on le voit déjà poindre à l'horizon. Ce qu'on disait, c'est que pour beaucoup de personnes, voilà, cette fin de la civilisation européenne n'est même pas une catastrophe ou quoi que ce soit. La vie continue, on s'occupe de son petit vécu quotidien. À la limite, on est peut-être même content de sortir de l'histoire et de toutes ces différentes dogmes et pressions et traditions qui vous imposent certaines façons d'agir dans la vie de tous les jours, qu'il est beaucoup plus facile d'abandonner au profit d'un certain relativisme ou nihilisme. Ce processus-là, il a déjà commencé au moins il y a quelques décennies. Là, on le voit déjà très fortement, et je suis sûr que dans les prochaines décennies, cela va vraiment se marquer que voilà, les Européens qui se veulent être des Européens disparaîtront de plus en plus, et que cet amour pour notre civilisation, qui n'est pas basé sur une quelconque fierté d'être mieux que les autres, mais qui est juste un amour inconditionnel par rapport à notre passé, tel qu'il est, comme appartenant à nous, va décroître de plus en plus et cesser de plus en plus d'être quelque chose qui fait avancer cette civilisation. Donc oui, d'un certain point de vue, au moins pour l'Europe, Fukuyama n'avait pas totalement tort en parlant de la fin de l'histoire, parce que la vraie histoire, elle continue, évidemment, nous savons qu'elle va toujours continuer, mais le fait de se sentir faire partie de l'histoire, ça c'est quelque chose qui disparaît en effet tout doucement. Je vous remercie. Bien malheureusement, les contraintes de l'horaire nous obligent à mettre fin à cette discussion qui, moi, m'a passionné. Je vous remercie. Merci. Merci pour l'invitation.